Jacques Chirac défend l'avion européen Airbus A320 lors de son inauguration à grand spectacle et la construction aéronautique européenne face aux États-Unis. Premier ravitaillement dans le calme du camp palestinien de Bourj Barajnieh près de Beyrouth, répit dans la guerre entre chiites Hamas et Palestiniens. 3000 personnes sinistrées à La Réunion après le passage de la dépression tropicale Clotilda sur l'île, des rations alimentaires et du matériel de secours envoyés en aide aux victimes. Aujourd'hui, samedi 14 février 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Sur l'île de la Réunion, c'est le calme après la tempête. Dans ce département français d'outre-mer où vivent plus de 500 000 personnes, le cyclone Clotilda a baissé d'intensité ce matin. Mais le bilan établi par la préfecture de la Réunion s'élève à 4 morts, 4 disparus et près de 3000 personnes sinistrées. Le gouvernement a assuré de sa solidarité les habitants de l'île. Michel Debré, député de la Réunion, a lancé une collecte au profit des victimes, du matériel de secours réuni par la sécurité civile et le ministère des Dom-Tom part ce soir à destination de la Réunion. Enfin, le Secours catholique a lancé un appel aux dons. Et puis ce matin, le président Mitterrand adressait un message de solidarité aux familles des victimes. Commentaire Agnès Poirier. Partout sur l'île, le cyclone a marqué son passage. Des routes impraticables, des maisons détruites, des arbres déracinés, des cultures saccagées par les rafales de vent et de pluie. À Châteaumorange, un immeuble s'est enfoncé de plusieurs dizaines de centimètres dans le sol. Sur les hauteurs de Saint-Denis, on recherche toujours le corps d'un garçon de 16 ans. Sa maison a été emportée par un torrent de boue. Impossible encore de circuler. Plusieurs villages sur les hauteurs sont complètement isolés. Des dizaines de milliers de personnes n'ont plus d'eau, plus d'électricité, plus de téléphone. Ce soir, Clotilda semble accorder un répit aux habitants de l'île. L'alerte a été levée par le préfet. Les Réunionnais ont pu sortir de chez eux pour se ravitailler. L'aéroport a été rouvert. Mais le bilan est lourd. Au moins 10 personnes sont mortes et 4000 Réunionnais sont maintenant sans abri. Préoccupation moins importante pour ce week-end, mais plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons sur les routes et autoroutes depuis hier soir pour les vacanciers se dirigeant vers les stations de sport d'hiver. C'est dans le département de l'Ain que les difficultés furent les plus grandes. Dans la région Rhône-Alpes, voici le reportage réalisé par Roland Sicard et Christian Durand. Les vacances au sport d'hiver se méritent, les épreuves pour y parvenir se nomment Bourg-en-Bresse, Fourvière ou Moutier. En tout aujourd'hui, 350 000 personnes jetées sur les routes avec pour résultat des bouchons interminables. Par moments, certains qui voulaient se muscler les jambes avant de chausser les skis ont même été tentés de poursuivre leur voyage à pied. Une journée où chacun a dû faire preuve de patience. J'écoute de la musique et ça se bien. Dans les voitures, on s'ennuie alors on peut pas marcher. On a mal au cœur, on préfère aller à pied. On a mis 7 heures pour aller à Lyon, et puis voilà, on est bloqué là. Bison Futé avait prévenu. Oui, absolument, on n'a pas voulu l'écouter. Bison Futé n'ayant pas été pris au sérieux, les points noirs ont été nombreux, surtout dans l'Ain et les vallées alpines. 30 km vers Albertville et Moutier, 10 km avant Nantua, 2h30 d'attente à Silence. Une seule consolation, certains bouchons traditionnels ont sauté grâce à l'ouverture du premier tronçon de l'autoroute Bourg-Genève. Les automobilistes parisiens ont pu éviter en partie l'écueil de la traversée de Lyon en empruntant l'autoroute A40 pour se diriger vers les Alpes. Pour autant, la situation n'est pas idéale car l'autoroute A40 n'est pas terminée en totalité. L'autoroute A40 devrait être achevée dans 2 ans. Avec l'amélioration de l'ensemble du réseau routier savoyard dans la perspective des Jeux Olympiques, le cauchemar des vacanciers devrait s'achever à l'horizon 92. En attendant, dès samedi prochain, les bouchons devraient recommencer. Bonnes vacances quand même. Il y a quelques minutes à Toulouse est apparu un avion blanc. Il y avait un show extraordinaire à Toulouse dans le grand hall de la SNIAS. Il y avait 1 millier de personnes. Il y avait Sa Majesté le Prince et Ses Majestés les Princes et la Princesse de Galles, Charles et Diana. Et puis il y avait bien sûr Léon Zitrone qui commentait sur une musique d'un élève de Jean-Michel Jarre. Tout cela pour l'Airbus A320. Joli symbole européen que le sceau royal ainsi accordé par le Prince et la Princesse de Galles, Charles et Diana pour les familiers, à cet Airbus A320. Le couple princier est venu baptiser le dernier né de l'Airbus
aéronautique européenne à Toulouse. Il y avait pour les accueillir un Français, Jacques Chirac, puis un Allemand, Franz Josef Strauss, notamment. Et puis pour Antenne 2, observateurs Laurent Boussier et Gilbert Uzan. Elle a le charme, les formes, elle est belle et anglaise, jusqu'au bout des ongles. Il a du charme, des formes, il est beau, et l'Europe est son berceau. Ils étaient faits pour se rencontrer. En ce jour de Saint-Valentin, c'est chose faite. Ils se sont vus pour la première fois cet après-midi à Toulouse. Alors évidemment, un premier rendez-vous, c'est toujours émouvant. Il faut prendre la mesure de l'autre, et les 66 tonnes de métal et d'électronique de la 320 ont paru bien légères devant le sourire charmeur de la princesse. Évidemment, pour un premier rendez-vous, on ne les avait pas laissés seuls. Il y avait là aussi quelques invités pour s'assurer que tout irait bien, que tout se passerait sans problème. Mon Dieu, que cet après-midi-là, la princesse était jolie. Alors, pour la séduire, il a fait valoir tous ses arguments. Lui ou ses frères étaient déjà commandés ferme et en option à 439 exemplaires. Toutes ces nouveautés, commande électrique, écran cathodique, ordinateur de bord, tout serait au service de la princesse dès l'année prochaine sur les lignes d'Air France et de la British Calédonienne. À l'entretien, il ne coûtait presque rien. Sa consommation serait inférieure de 25 à 30% à celle de ses concurrents. Subjuguée par tant d'atouts, la princesse craquait. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il a fallu se séparer. Obligation oblige, il restait dans le midi et elle repartait vers le nord. Mais le courant était passé et ils savaient déjà l'un et l'autre que bientôt ils se reverraient. Alors avant cette cérémonie officielle, le chef du gouvernement français, pour sa deuxième journée à Toulouse, plaidait pour une industrie aéronautique européenne forte et compétitive qui assure l'indépendance de notre continent. De plus, M. Chirac donnait quelques précisions sur le futur avion de combat dérivé du Rafale qui équipera l'armée de l'air française à partir de 1996. Ce sera peut-être un avion européen. Mais le Premier ministre évoquait surtout la concurrence américaine, les reproches adressés à la France concernant les subventions accordées par l'État, reproches des États-Unis. M. Chirac estime que l'on est plutôt dans une situation d'armistice maintenant avec les États-Unis en la matière. Reportage Philippe Dumez, Jean Villa. Voici le petit avion qui fait peur aux Américains. Mais ceux-ci, en accusant l'Europe de concurrence déloyale, semblent plutôt penser à la génération suivante des Airbus non courriers. Aussi, le Premier ministre a-t-il souligné que des discussions venaient de débuter au sein du GATT, l'organisme international. Et tu me dis après. Le gouvernement américain avait dépêché en Europe 2 hauts fonctionnaires pour examiner le différend. Il semble que Washington ait décidé de ne pas prendre de mesures de rétorsion pour le moment à l'égard d'Airbus. Commentaire à Washington de notre correspondant Jacques Abouchard. Les Américains se défendent de vouloir la mort d'Airbus. Cela dit, ils considèrent que le constructeur européen menace sérieusement leur propre industrie aéronautique. Surtout la firme McDonnell Douglas, qui s'apprête à lancer un gros porteur, le MD-11. Or, l'Airbus 340 sera le concurrent direct du MD-11. Les Américains estiment que Airbus est un concurrent déloyal, dont les avions sont largement subventionnés et se vendent selon des critères autant politiques que commerciaux. Nos constructeurs, disent-ils, ne peuvent pas se battre contre les trésoreries des gouvernements français, britanniques et allemands. Une délégation de Washington s'était rendue récemment en Europe avec dans ses bagages ce dossier brûlant. Elle a constaté avec surprise qu'on lui tenait le même langage à Londres, à Bonn et à Paris, et que ce langage était celui de la fermeté. D'où un certain repli de la position américaine. On met une sourdine aux menaces de déclenchement des hostilités, tout en réclamant l'ouverture de discussions commerciales aussi rapidement que possible. En un mot, Washington renonce provisoirement à la diplomatie de la canonnière. À Toulouse, M. Chirac a été bien évidemment questionné sur la proposition de Valéry Giscard d'Estaing de réduire par référendum le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Prudence de M. Chirac qui entend avant tout obtenir l'accord de l'ensemble de sa majorité. Jacques Chirac et le commentaire de Jean-Louis Le Senne. Une initiative de cette nature ne pourrait être prise que dans la mesure où l'ensemble de la majorité y serait favorable. Chacun le comprend. Je n'ai pas encore consulté toutes les formations de la majorité, je le ferai, mais bien entendu, une initiative de cette nature ne peut pas conduire à une division ou à une contestation de la majorité. Il faudrait qu'elle soit entièrement d'accord. Sous cette réserve, je ne suis pas hostile à cette idée.
Pour Jacques Chirac, l'affaire est désormais entendue. Comme il n'est pas question de faire de la réduction du mandat présidentiel une pomme de discorde au sein de la majorité, il suffit de demander l'unanimité au RPR et à l'UDF. Et comme cette unanimité n'existe pas, on l'a vu, l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing devient caduque, du moins avant l'élection de 88. Résultat, le Premier ministre fait d'une pierre deux coups. Premier coup, il conforte son rôle de chef de la majorité. Deuxième coup, si M. Giscard d'Estaing persiste à vouloir faire entériner son projet par la voie parlementaire, c'est lui qui prendra la responsabilité d'une crise politique majeure. Dans l'entourage du Premier ministre, on a pu constater que depuis mercredi, la température majoritaire, après une pointe de fièvre, s'est restabilisée. Ce qui confirme à ses yeux que l'opération était plus que douteuse, pas forcément la réforme elle-même, mais son opportunité. Et puis j'ajouterai cette déclaration de M. Chirac à nos confrères de la première chaîne sur les informations télévisées. Je cite M. Chirac, « Dans toutes les démocraties, il y a en général, par un souci d'indépendance que l'on peut comprendre, une tendance à la contestation à l'égard des gouvernements, quels qu'ils soient. » L'événement politique et culinaire de la soirée d'hier se déroulait à Neuilly, près de Paris. Raymond Barre et François Léotard dînaient ensemble chez Michel Poniatowski. Pour le menu, pas de problème. On sait qu'ils ont mangé des fruits de mer et du mouton. Mais pour le contenu de la discussion, M. Poniatowski, interrogé par Olivier Lerner, est resté fort discret. Quel était le climat de cet tête-à-tête, Monsieur le Ministre? Excellent. De quoi avez-vous parlé entre vous? De beaucoup de choses. Des présidentielles notamment? De beaucoup de choses. Est-ce que vous avez parlé de l'heure de vérité de Giscard d'Estaing sur Antenne 2? Oui, c'était un des sujets que nous avons évoqués. Mais je n'ai rien d'autre à dire que simplement, je ne voudrais pas que vous attendiez ici indéfiniment. Et le dîner s'est très bien passé. Et la rencontre a été très positive. Une rencontre utile? Utile. Merci. Bonsoir. À Limoges, dans le département de la Haute-Vienne, 1 millier de militants communistes s'étaient rassemblés hier pour entendre, voire contester, Charles Fitterman, membre du secrétariat du Parti communiste français. Marcel Rigoux, député de ce département, était absent. Henri Elie et Bernard Appey pour Antenne 2 ont assisté à un débat parfois houleux, lancé par quelques militants rénovateurs. Il y a quand même un bureau politique au sein duquel il y a des intelligences. Et heureusement. Seulement le parti était à 22%, il est à 8% maintenant. Les liquidateurs, où sont-ils? Moi je ne sais pas, il faut les chercher. Donc, quand on propose l'adhésion à de nouveaux communistes, et il y en a peut-être qui vont adhérer à la sortie de cette réunion dans la salle, on ne leur dit pas d'être d'accord avec tout quand ils adhèrent au Parti communiste. Quand j'ai entendu ce mot liquidateur, j'ai dit tiens, la droite, en fait tous les ennemis de notre parti vont se jeter complètement sur ce mot. Et ça n'a pas loupé. Propos inhabituels dans une assemblée de communistes où la tradition veut plutôt qu'on écoute religieusement les leaders venus de Paris. Parade immédiate de Charles Fitterman qui tente de minimiser. Il y a un petit nombre de camarades qui mènent bataille sans tenir compte des décisions communes, qui mènent bataille pour chercher à, non seulement à faire connaître, mais à faire prévaloir leur point de vue. Si ça devenait une règle de vie du Parti communiste, c'est vrai qu'il y aurait risque de liquidation. C'est vrai. On ne peut pas le nier. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu comme une équipe de football. Si avant le match, on décide de pratiquer le 4-4-2, là, les footballeurs, ils connaissent ça, hein, et puis que tout d'un coup, sur le terrain, il y en a un qui dit « moi, je suis plus d'accord et je joue autrement », bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est sûr qu'on perd le match, hein. C'est sûr. Par cette image, Charles Fitterman saura détourner de lui toute critique. Il laissera s'affronter dans la salle deux équipes, rénovateurs contre orthodoxes, se réservant le meilleur rôle, celui de l'arbitre. Au Liban, après les premiers ravitaillements en nourriture et médicaments des Palestiniens réfugiés dans le camp de Bourj-Barajnieh, près de Beyrouth, les affrontements ont connu quelques heures de répit. Chiites Hamas, les Palestiniens ont maintenu leur position, mais pas un coup de feu n'a perturbé cette opération de ravitaillement du camp assiégé par les chiites Hamas depuis plus de 3 mois. Mais la situation des Palestiniens n'est pas seulement dramatique à Bourj-Barajnieh, comme le rapporte Pierre Serra. Assiégés, affamés depuis 110 jours, ces réfugiés palestiniens hagards, escortés par les miliciens du mouvement Hamal, ont pu sortir du camp de Bourj-Barajnieh. Le même jour, sous le feu nourri d'armes automatiques, des ambulances avaient pu entrer dans le camp pour y déposer quelques caisses de lait et de médicaments.
et aujourd'hui, les miliciens d'Amal ont finalement laissé entrer des camions de ravitaillement des Nations Unies, transportant 15 tonnes de vivres. Une trêve dans le chantage à la famine, obtenue sous la pression internationale. Mais le siège n'est pas levé pour autant et les combats ne sont pas terminés. Au Liban, il reste encore 400 000 réfugiés palestiniens, répartis sous tout le territoire libanais, sauf dans le réduit chrétien à l'est et au nord immédiat de Beyrouth, dont ils ont été éliminés au début de la guerre. Depuis, la résistance palestinienne était restée fortement implantée et armée dans les autres parties du pays. Un premier coup décisif lui a été porté au cours de la guerre de 82, une campagne israélienne qui a abouti en août de la même année au départ des Fédaïm, laissant les camps de réfugiés sans défense. Un départ immédiatement suivi par les massacres de Sabra et Shatila. Deuxième coup dur pour cette présence armée palestinienne, 3 mois de combats fratricides autour de Tripoli dans les camps de Nahr el-Bared et de Badawi. Un mouvement de dissidence armé et encouragé par les Syriens pour écarter Yasser Arafat de la direction de l'OLP. Bilan, deuxième exil du Liban des Fédaïnes qui laissent derrière eux leurs familles. À partir de là, toujours sous l'impulsion syrienne, l'étau du mouvement chiite Amal se resserre autour des camps de réfugiés. Aussi bien au sud, autour de Saïda, dans les camps de Miemié et de Hineloué, qu'à Tyr, dans le camp de Rachidier. Et qu'à Beyrouth, dans le camp de Bourj Barajdier notamment, où les Fédaïnes sont revenus nombreux pour défendre leur famille. Ils se défendent pied à pied, car ils savent d'expérience qu'une reddition dans la boucherie libanaise ne garantit pas la vie sauve. À Moscou, pendant 3 jours, 900 personnalités de 80 pays participent à un forum intitulé « Pour un monde sans armes nucléaires ». Parmi les participants les plus célèbres, Andreï Sakharov, le prix Nobel de la paix, dont les premiers propos ont déjà été cités par l'agence TASS. Et puis, le voici. Et puis l'écrivain britannique Graham Greene, l'américain Norman Mailer, les cinéastes Milos Forman et Costa Gavras, le couturier Yves Saint Laurent, on voit ici Peter Ustinov, et puis l'actrice Claudia Cardinal, on voit ici Anna Shigula. Ainsi sont mêlées des personnalités des arts, de la culture, des scientifiques. Mikhail Gorbatchev doit prononcer un discours après la fin des discussions de ce forum, donc qui doit durer 3 jours. La concurrence banque-assurance bat son plein. Elle est bien lancée et le salon Assure Expo qui s'achève aujourd'hui à Paris l'a constaté, banque et assurance marchent, je dirais, un peu sur les mêmes plates-bandes. Les banques assurent et les assurances placent votre argent. Voyez le reportage de Geneviève Moll. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une banque, on peut vous proposer autre chose que des produits financiers. Asseyez-vous. Voilà, eh bien j'ai 100 000 francs dont je n'ai pas besoin pour le moment. Que puis-je en faire? Nous pouvons vous proposer 2 formules. Une formule de placement purement financier et également des formules de contrat d'assurance. Gérer l'épargne de nos clients, c'est notre métier. Et c'est tout naturellement qu'il y a quelques années, nous avons commencé à vendre des contrats d'assurance vie de type épargne. A l'inverse, si vous allez dans certaines compagnies d'assurance comme la mutuelle MAF, vous aurez la surprise d'y découvrir une banque. Parce que depuis 5 ans, les 2 secteurs se livrent une concurrence acharnée sur certains produits, les banques et les assurances constituent des groupes financiers. Ainsi, la MAF a-t-elle racheté la Banque hypothécaire européenne, la BHE. Notre sociétariat a besoin de produits d'assurance et aussi de produits bancaires, que ce soit des crédits ou des produits de capitalisation. Nous avons considéré, nous, que, compte tenu de la concurrence qui s'annonce et qui va s'exacerber dans les années à venir, il nous fallait pouvoir présenter à nos sociétaires l'ensemble des produits ou services du tertiaire financier dont ils ont besoin, c'est-à-dire des produits élaborés par des assureurs ou par des banquiers. Dans cette bataille, les banques ont plusieurs longueurs d'avance. Elles ont des guichets partout et connaissent très bien leur clientèle. Les grandes compagnies d'assurance sont moins proches de leurs clients. C'est peut-être la chance des mutuelles pour lesquelles les sociétaires ne sont pas de simples numéros de contrat. Aussi, en constituant un groupe financier pour ses 1 500 000 sociétaires, la MAF devient-elle un véritable concurrent des banques, comme le montre cette cliente qui vient de conclure un prêt immobilier. On m'a offert des conditions parfois beaucoup plus mauvaises, parfois relativement bonnes, mais que c'est quand même la BHE qui m'a offert les meilleures conditions du fait que je suis sociétaire de la MAF.
La constitution de ces groupes financiers associant banques et assurances ne peut que s'accentuer dans la perspective du grand marché européen de 1992. Le procureur général de la Cour d'appel de Lyon devrait proposer comme date d'ouverture du procès de Klaus Barbie le mardi 19 mai. C'est le bâtonnier Bernard Dugrand-Rue qui a révélé cette date. Il reste à préciser l'organisation matérielle de ce procès. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes. Les résultats, c'est 18, 15, 14. Vous allez peut-être voir les rapports. Je les ai en tout cas dans l'ordre. Cela vous donne 3035 francs pour 5 francs. Dans le désordre, 607 francs pour 18, 15, 14. C'est le tiercé d'aujourd'hui à Vincennes. Pierrette Bresse, bonsoir. Bonsoir. Pour demain, c'est toujours à Vincennes? Toujours à Vincennes, et l'hippodrome de Vincennes nous offre une fois de plus un programme de course de haut niveau sportif avec des chevaux de qualité classique qui s'affronteront notamment dans les 2 épreuves vedettes de la Réunion. Tout d'abord, le prix de sélection qui mettra aux prises les jeunes chevaux de 4 ans et les trotteurs de 6 ans de grande valeur. Et ça nous donnera certainement l'occasion d'un match passionnant entre Potin d'Amour et Rainbow Runner. Quel programme! Joli, ça. Potin d'Amour, c'est joli ça. Hein. Et Rainbow Runner. Oh, bah alors. Et puis c'est le jour de Saint-Valentin aujourd'hui, tant que nous y sommes. Mais enfin, le tiercé ne manquera pas d'intérêt lui aussi, puisqu'il se déroulera dans le prix du plateau de Gravel. Il s'agit d'une course internationale au trot attelé qui se jouera sur la distance classique de 2650 mètres. Alors, les chevaux qui sont dans cette épreuve sont déjà bien connus des turfistes, puisque certains d'entre eux ont déjà affronté le crack Ourasi dans le prix d'Amérique ou encore le prix de France. Donc, un tiercé avec une arrivée de favoris, certainement. Parmi eux, eh bien, voici la sélection que je vous propose maintenant dans mon pronostic, avec en tête Olympio de Corseul, le numéro 14, suivi de Poroto, le 8, Oakwall, le numéro 13, Okeanos, le 11, Pythagoras, le 9, Omnifère, le numéro 15, Permissionnaire, le 5, Ouragan Céleste, le numéro 10. Je répète leur numéro, 14, 8, 13, 11, 9, 15, 5 et 10. Très bien, on vérifiera tout ça demain, Pierrette. Hein. Merci. En exclusivité, dans Les Enfants du Rock, ce soir, un film d'une dizaine de minutes, avec comme principal interprète Lio. 2 chansons, Barbie et Connard avec un grand C, vous allez voir, regardez un petit extrait avant Les Enfants du Rock de ce soir, et puis on retrouvera Lio qui est déjà ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, Panda, c'est ma cousine Gretchen. Ja. Ma cousine d'Allemagne, ma cousine, quoi. Tu crois pas que c'est un peu gros tout ça, Cacho? Elle mérite bien d'être une blonde. On arrange là! Mon vieux, tu vas, mon vieux, tu vas, mon vieux, tu vas me payer. Hijo de puta! La vengeance est un plat qui te mange froid et tu vas te glacer tes froids. En contactant mon âme. Et voilà, bonsoir Lio. Ça dure une dizaine de minutes, on le verra dans Les Enfants du Rock. Ça fait 8 ans environ que vous chantez, que vous faites un peu de cinéma. Et là, cette forme de chanson cinéma, ça s'est passé comment? Vous l'avez tourné aux États-Unis? Oui, on est parti aux États-Unis, en fait beaucoup pour se faire plaisir et puis parce qu'on croyait qu'on allait trouver ça formidable. En fait, on a trouvé formidable de travailler avec l'équipe française qu'on a amenée, mais c'était pas vraiment une idée forcément de faire une clip, chanson, machin. On avait simplement l'idée de faire une petite histoire qui réunissait 2 de mes chansons. On avait envie... C'est ça, il y a Barbie au début. Voilà, c'est ça. On avait envie que pour une fois, la phase B, qui est toujours un peu laissée pour compte, soit là et que le tout fasse une histoire et ça fait une histoire. Hein. Oui. Quand on vous dit vous êtes un peu exhibitionniste, ça vous choque ou vous dites après tout c'est bien, c'est effectivement un trait de mon caractère? Effectivement, si vous m'aviez parlé de nœuds, on m'aurait demandé, on aurait cru que j'avais fait exprès, mais pas du tout. Hein. C'est simplement une manière d'être. Je suis à l'aise avec moi-même, donc j'espère que les autres le sont avec moi. Vous allez faire l'Olympia? Oui, en avril, je ne me découvrirai pas d'un fil et en mai, je ferai ce qui me plaît. Et je vous assure que ce qui me plaît,
ça va barder. Alors, quelle est la définition que vous donneriez de Lio, du personnage? Je crois me souvenir qu'au début, vous aviez presque des petites soquettes blanches. Maintenant, vous avez des choses tout à fait impressionnantes là devant moi. Ah oui, c'est impressionnant aujourd'hui, mais c'est parce que j'attends un bébé, alors ça a pris de l'ampleur. Sinon, c'est pas du tout impressionnant. Je vous assure, il faut que je me mette debout. Pour que ça l'est un peu plus. Hein. C'est tout non, je sais pas. Qu'est-ce qu'est Lio? Lio, d'abord, je lui ai volé. Je l'ai volé, Lio. Lio, elle existait avant moi. C'était une petite fille qui avait mon âge à l'époque. Et elle était dans Barbarella. Et c'était une petite souris mauve. Elle parlait d'une manière très imagée. Et quand j'écris à Jean-Claude Forest, parce que c'est lui qui l'a créé, pour lui demander si je pouvais m'appeler comme sa création, il m'a dit, de toute façon, vous pouvez vous appeler Lio, parce que Lio, c'est le nom d'une étoile très lointaine, et un jour vous brillerez comme elle. Voilà ce qu'il m'a répondu. J'ai jamais rencontré Jean-Claude Forest, alors peut-être que Lio, c'est ça, c'est une petite étoile qui disparaît un jour, parce que rien n'est éternel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant de grandir? Vous envisagez comment les années à venir? Vous venez de dire de manière tout à fait impudique que vous attendez un enfant. Pour vous, c'est très impudique, ça, mais je suis bien obligée de le dire parce qu'un beau jour ça va se voir, donc c'est pas très grave. Je sais pas comment elle va vieillir. Peut-être qu'un jour elle en aura marre de ne sonner que par 3 lettres. Et ben ce jour-là, je mettrai peut-être Sœur Lio devant et j'aurai plein d'enfants autour de moi. Et je sais pas. Je veux dire, la vie elle passe, elle nous joue parfois plein de tours un peu bizarres et c'est bien de l'accompagner un petit peu et de la suivre tout en faisant son chemin à travers elle. C'est ça que je pense qu'il faut que je fasse. Alors on a parlé de l'Olympia, je présente ce disque qui est lié au Pop Model, c'est ça? Je vais le présenter à cette caméra, ou celle-ci, je sais pas. C'est votre prochain 33 tours qui sort là? Il est déjà sorti, il y a Barbie, il y a tout ce qu'on a entendu. Oui. Et ce soir on vous retrouve dans Les Enfants du Rock. Ouais. Merci beaucoup Lié d'avoir été notre invité. On passe à la météo. Oui. Pour la météo, qu'est-ce qui se passe demain? C'est toujours aussi doux? C'est toujours aussi frais, presque, parce qu'il fait quand même un peu frais. Une perturbation s'en va, une autre arrive. Le décalage entre le départ et l'arrivée nous permet d'avoir un petit peu de bleu. Alors nous allons vérifier tout ça sur la carte de demain. Donc la première perturbation, celle que nous avons vue aujourd'hui, elle va stagner sur le nord-est, les Ardennes, les Vosges, le Jura, donnant neige et pluie. Elle va laisser quelques résidus nuageux de la Normandie au nord à l'Île-de-France et au centre. La deuxième perturbation va toucher l'Aquitaine et le Midi-Pyrénéen. Et puis donc entre ces deux perturbations, de très belles éclaircies de la Bretagne jusqu'au Charente, du Limousin jusqu'aux Cévennes, la Côte d'Azur et la Corse, avec tout de même la tramontane qui soufflera relativement fort. Les températures donc restent stationnaires pour demain. Nous irons de 4 à 9 degrés sur la moitié nord et de 6 à 15 degrés sur la moitié sud, 15 degrés sur la Corse. Demain, ce sera le dimanche 15 février, 4 minutes de soleil en plus. Il se lèvera à 8h01, se couchera à 18h09. Et ce sera la Saint-Claude. Ah bon, écoutez, on verra ça demain. Hein. Oui, nous en parlerons demain. Dans quelques minutes, en direct de la salle des étoiles du Sporting Club de Monte-Carlo, Michel Drucker, ayant à ses côtés Jacqueline Bisset, présentera la cérémonie de clôture du Festival des télévisions du monde entier. Vous avez pu voir jeudi dans notre magazine de la rédaction quelques-uns des reportages des télévisions étrangères qui concouraient. Ce soir, les prix. Et puis ce soir, la présentation de cette cérémonie se fera en 2 langues, programme international, avec notamment Ruggiero Raimondi, Mireille Mathieu, et puis la présence de la famille princière de Monaco. Après tout cela, vers minuit, vous retrouverez Philippe Arroir pour le dernier journal d'Antenne 2. À demain 20h, bonsoir, merci. Ah bon, c'est la fin.